Accident. Tempête. Disparition inquiétante. Chaque année, 6000 personnes demandent assistance en mer au large de nos côtes. Pour leur venir en aide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelles que soient les conditions en mer, des sauveteurs bénévoles de la SNSM se tiennent prêts à intervenir. Pour être sauveteur, il faut avoir la passion d'aller aider les autres. C'est quand même un milieu qui est complexe, qui est dangereux. Présents sur les 19 000 km de côte française, ce sont eux qui, en prenant tous les risques, donnent les premiers soins. Vous êtes blessé au pied là? C'est là. Et ramènent les blessés et les naufragés à terre. Et là pour longtemps? Non, vous allez voir, ça va bien se passer. C'est là où on se rend compte que la condition physique est très importante. Explosion de moteur. Bateaux qui sombrent dans les profondeurs. Voiliers échoués sur les rochers. Grâce à leur savoir-faire, leurs équipements et leur flotte de 600 embarcations, ils répondent efficacement à toute situation de sauvetage. Les dangers sont partout, ils sont constants. Il faut tout anticiper, il faut faire attention à l'état de la mer. Plongés au cœur de tous les dangers avec les sauveteurs en mer. Dans cet épisode, la station du Cap d'Agde va porter secours à une famille en perdition sur un voilier. Un sauvetage réalisé en pleine nuit et en pleine tempête où le mal de mer fait rage. Je suis désolé, il y a du vomi partout. Madame, vous qui n'avez pas de gilet, vous restez à l'intérieur. Les sauveteurs de la station de Cannes vont devoir extraire un yacht de luxe de 75 tonnes échoué sur un banc de sable. Une intervention jamais réalisée auparavant et non sans risque. À Saint-Jean-de-Luz, pour la première fois, les sauveteurs vont travailler en collaboration avec les sapeurs-pompiers de la côte. Hommes à la mer, noyade, risque de paralysie. Ils vont devoir trouver les solutions au pire des scénarios possibles. Donne-moi le bout de bleu ici, que je le tienne. Pas tirer, n'arrive pas à tirer. Enfin, la station du Cap d'Agde va porter assistance à un capitaine très fatigué qui a dérivé en mer. La situation est urgente. Asseyez-vous là, je vais m'occuper de tout. D'accord? Ouais, regardez, on va s'attacher au cas où quand même. Alerte en mer Méditerranée au Cap d'Agde. Un voilier est en perdition avec 4 personnes à bord, dont 2 enfants et 2 chiens. SNS 211 du CROSS, on vous a engagé pour partir à la recherche et au sauvetage de 4 personnes à bord d'un voilier de 6,75 m de couleur blanche. Tout reçu, nous partons en mission. Chaque station de sauvetage est engagée sous l'autorité du CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance, qui reçoit les appels des sinistrés, puis engage les sauveteurs de la zone concernée. Cette nuit-là, sur le trajet, les sauveteurs manquent de visibilité et ils doivent être bien cramponnés à l'intérieur de la cabine. Sur tête.
Je m'appelle Teddy Perrin, j'ai 29 ans, je suis sous-patron. On est le 27 décembre, 2 jours après Noël. En général, quand on a des interventions de nuit, on a tous une montée d'adrénaline. Pour la station du Cap d'Agde, même si la saison estivale réunit près de 60% des interventions de l'année, c'est en hiver que les sauvetages sont les plus dangereux. Moins de 20% des interventions sont effectuées de nuit, en pleine tempête. Je m'appelle donc Michel Mathieu Daudet, je suis le président de cette station. Quand nous avons des appels l'hiver, ce sont des interventions qui risquent d'être un peu plus musclées. Et nous devons être d'autant plus prudents que les conditions, souvent atmosphériques, ne sont pas les mêmes que le mois d'été. Un vent de force 6 du sud-ouest souffle. Une houle violente forme des vagues de plus de 2 mètres. Dérive vers Marseillan. Tu appelles sur portable ici-bas une phare. Aucune position GPS n'a été transmise. Il fait nuit noire. Il y a très peu de bateaux en mer. La localisation du voilier est compliquée. Là, je vois, là-bas, où il y a la lumière. C'est sûr qu'on l'a mis. Oui, c'est lui là. Là où t'as la lumière, là-bas. Au bout de 20 minutes, les sauveteurs repèrent le voilier en perdition. Juste à la limite, entre Manu et le puits, d'accord. Ok. La situation est urgente, car le bateau en perdition est au bord d'une zone de pêche totalement interdite à la navigation de plaisance et très dangereuse. On va mettre le Zodiac à l'eau. On met le Zodiac à l'eau. Sur le trajet, les vagues de 2 mètres ont inondé le semi-rigide amarré sur la plage arrière de la Vedette. Il faut le vider au maximum avant de le mettre à flot. C'est bon pour moi. Allez, sur les doigts, tiens, coup sec. Tu tiens? Ouais. On est bon. T'as démarré, John? Ouais. 2 canotiers montent à bord du semi-rigide pour rejoindre le voilier. C'est bon, largué. C'est là-bas, non? J'aime pas ça la nuit, là. Je sais pas pourquoi ça pue. La nuit, tout se complique pour les recherches de bateaux, parce que la visibilité est moindre. Là-bas, pile dans mon cap, légèrement sur la droite. À droite, là. Tribord. Comment ils peuvent être 5 là-dedans? On a mis environ une dizaine de minutes à pouvoir accéder au bateau du requérant. Il est de cul. À l'arrière. Prends pas de risque, hein. Non. Poussez-vous. Ah, culé. L'approche du requérant est très compliquée, du fait qu'ils étaient encore sous voile et qu'ils étaient dans l'incapacité d'affaler les voiles, donc de stopper le bateau. Mets-toi sur le tribord, John. Tu vas voir. Il y a le vent qui tire, hein, Claude. Bonjour. Tout le monde va bien? Oui. Est-ce qu'il y a des blessés déjà? Non, il n'y a pas de blessés. Ok, qui est malade? Un peu tout le monde, je suppose? Je suis désolé, il y a du vomi partout. C'est rien, inquiétez pas, j'ai l'habitude. Une de chaise, vomi. C'est normal. Tout le monde est malade, c'est pas très agréable à voir, mais il y a du vomi partout. Mais bon, il faut faire ce qu'on a à faire, on met ça de côté, et on met notre rancœur de côté et on fait ce qu'il y a à faire. Il faut la tomber là. Ouais. Et attends, je sais pas par où la tomber. Attends, John. Reste derrière. Retourne là-bas. Donc la première chose, ça va être de stopper le bateau. Donc il faut affaler les voiles. Quelqu'un qui tient ça. Lâchez la proie. Lâchez. Est-ce que vous avez des bouts de corde, n'importe quoi? Vous avez que ça? Amenez-moi l'étendeur. Vu l'état du bateau et des équipements, on va appliquer l'article 22, c'est-à-dire chacun se démerde comme il peut. Je suis désolé, ça se fait pas ce que je fais, mais j'ai pas le choix. Oui, je sais. Non, mais La grand voile est roulée et immobilisée avec des tendeurs. La mère de famille a très peu d'équipement à proposer. Madame, vous avez un gilet? John, informe-leur. Il n'y a pas assez de gilets pour tout le monde. Madame, vous qui n'avez pas de gilet, vous restez à l'intérieur.
toutes les interventions de nuit, ça ajoute un facteur risque. Si par exemple on a une personne qui passe par-dessus bord, la localiser, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc forcément, la nuit, il faut faire beaucoup plus attention que le jour. C'est la première fois que vous sortez en mer? Ça pareil, les petits volets là, c'est pas conçu pour les trouver comme ça. C'est pas grave. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Le principal, c'est qu'il n'y a pas de blessés. Vous étiez 3? Il y a pardon? Petit, je l'ai pas vu. Ça va, bonhomme? C'était la première sortie en bateau de cette famille. Alors l'erreur ce jour-là, en fait, c'est que cette famille n'a pas pris la météo avant de prendre la mer. Et ça c'est la grosse erreur, qui a d'ailleurs failli leur coûter la vie. Au vu de l'état de la mer, un autre trajet en semi-rigide serait trop risqué. Donc ce soir-là, on peut pas transborder les requérants parce que la mer est trop forte et ce serait prendre trop de risques que de vouloir les transborder à bord de la vedette. Le deuxième canotier ne peut pas remonter non plus sur la vedette. Il s'amarre alors au voilier et monte à bord. Ouais, ok. Même si la position du bateau est au bord d'une zone de pêche dangereuse, la vedette a pris le risque de se rapprocher au maximum du voilier pour transmettre le câble. Allez, restez bien à l'intérieur. Vous avez pas jeté l'ancre là, vous n'avez pas posé le mouillage. C'est une manœuvre qui est quand même assez délicate au vu des conditions qu'on avait ce soir-là. Il faut prendre en compte plein de choses, la dérive, le vent, les vagues, pour jeter la remorque au bon moment. Le câble de remorquage est amarré au bateau avec difficulté. Les taquets sont très étroits. Le canotier doit s'y prendre à plusieurs reprises pour que le nœud tienne. Affirmatif, la remorque est frappée. La remorque est frappée. Attention, ça va se trouver. Accrochez-vous. Le remorquage du voilier depuis l'arrière de la vedette démarre. Le taquet sur lequel on avait amarré la remorque, c'était un vieux taquet et il risquait de lâcher à tout moment. Donc du coup, on rentre vraiment tout doucement et on prend toutes les précautions. Allez, essayez de vous détendre maintenant. Ça va bien se passer. Malgré un remorquage à faible vitesse, la famille, victime de mal de mer depuis près de 6 heures, souffre de nausées et vomissements à tour de rôle. Ça va, madame? Vous n'avez pas besoin de santé, vous, c'est bon? Non. Ok. Pardon? C'est pas grave, c'est naturel, vous inquiétez pas. Juste prenez-moi, je peux prendre une douche. Allez, vous inquiétez pas, c'est rien. Sur le bateau, il faut se mettre en sécurité, faire attention au froid, à l'eau, la température de la mer qui est froide. Ah, madame? Monsieur, vous, c'est bon? Les personnes, elles ont été secouées, mais chaque équipier a sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. Jeune homme, enroule-toi là-dedans. Le petit dedans, ça va? Pendant le remorquage, les deux canotiers et l'équipage sont ballottés sur les vagues dans le froid. Et le temps du remorquage a quand même été long et physique. Ils distinguent enfin les lumières de l'entrée du port. C'est une mission réussie pour les sauveteurs, qui a duré 2h30. Oh, j'ai jamais été aussi content de la voir là. Ce bateau donc est remorqué et il est emmené dans le port du Cap d'Agde. L'ensemble de l'opération, c'est une opération bien menée. Bon, on est content d'avoir fait notre devoir, mais c'est quand même un sentiment assez agréable que de se dire le soir, quand on rentre, de se dire voilà, on a sauvé une famille.
Alerte sur la Côte d'Azur à la station de Cannes. Un yacht est bloqué sur un banc de sable au bord d'une île à proximité. Qu'est-ce qu'il dit le cross alors? Bonjour. Ça va? Je m'appelle Didier, j'occupe le poste de patron suppléant. Il est 15h25, c'est le cross qui nous engage pour l'échouement d'un yacht. On peut avoir des informations complémentaires sur le bateau échoué, s'il vous plaît? C'est un yacht de 27 mètres. Il y avait 7 personnes à bord en sécurité. Ne sont pas dans le... Larguez! Dans le département des Alpes-Maritimes, en période estivale, les 6 sociétés de location de yachts cannoises font 60% de leur chiffre d'affaires annuel. Des bateaux de luxe qui décorent la croisette, mais qui peuvent aussi avoir besoin d'assistance. Chaque été, la station de sauvetage de Cannes intervient sur ce type de bateau. Pour cette intervention qui implique le remorquage d'un yacht de 27 mètres, la vedette de première classe est engagée. Elle a déjà remorqué plus d'une centaine de bateaux. L'équipe se dirige vers la zone au large de l'île Sainte-Marguerite, une côte très prisée. Au sud de l'île, un yacht s'est échoué sur un banc de sable à cause de la force des courants il y a moins d'une demi-heure. Apparemment, il a de la gîte, hein? Ouais. Ah. Ce charter de luxe transporte les clients les plus fortunés pour 5 000 € par jour. Ce jour-là, ces derniers ont voulu nager au plus près de la côte et le yacht s'est bloqué sur le banc de sable. La vedette de première classe est contrainte de se rapprocher au maximum du yacht pour faire l'état des lieux. Une navigation très vigilante s'impose. Il faut absolument contourner le banc de sable pour éviter le suraccident. Bonjour. Est-ce que vous talonnez ou pas, là? Ouais, léger. Nous arrivons sur le bâtiment, nous prenons contact avec le requérant. Alors la manœuvre, c'est qu'on va essayer effectivement de vous tirer par l'arrière. Visiblement, il n'y a pas de voie d'eau. Donc notre idée première, c'est donc de tenter de déséchouer le bateau par l'arrière. Allez, beaucoup de mou. 1 mètre. Ok. C'est bon. Tu peux te dégager, c'est bon. Vas-y, donne du mot. Jusqu'ici, cette vedette a tracté des bateaux pesant jusqu'à 80 tonnes sur l'eau. Le yacht d'aujourd'hui fait 75 tonnes et il est hors de l'eau, posé sur le banc de sable sans flottaison. Il n'y a donc pas d'allègement du poids. La difficulté pour nous, c'est pas trop la longueur du bateau ni son tonnage quand le bateau se trouve en pleine eau. Mais là, nous avons affaire à un bateau qui est échoué, donc un bateau qui a une portance sur l'eau quasi négative. L'opération risque d'être véritablement difficile. On est pris sur la remorque. Vas-y, remonte comme tu veux, DJ, vas-y. Hein. Je mets en tension. Vas-y, t'as du lourd. La remorque est passée et là, on commence à mettre toute la puissance de notre vedette pour faire bouger le bateau. On te laisse le reprendre, vas-y. Attention à toi, attention à vous, attention. Dégage. Restez pas là, allez dans les coursives. Là, il est bien pris là, putain de merde. Il bouge pas, hein. Malgré 10 minutes de traction à puissance moteur 15 nœuds, le yacht est toujours immobilisé sur le sable. Ouais, il est pris là. Merde, je pensais qu'on l'aurait eu, toi. L'essai s'avère infructueux, le bateau ne bouge pas du tout, donc nous décidons d'essayer de le tirer par l'avant. Les deux sont ouais. Une à bâbord, une à tribord. Avec l'aide de l'équipage du yacht, le câble de remorquage est noué à l'avant du bateau. Bon, c'est tourné. Ok. Je mets en tension. Là, on devrait y arriver, ouais. Ouais.
Là, il suffit qu'il y ait une vague qui lève un peu le cul, là, et il dégage. Une houle qui forme des vagues d'1,50 m sur l'eau peut faciliter l'opération. Ouais, il tourne, on dirait, hein. Il tourne un peu. Le bateau commence à pivoter, donc là on voit un certain espoir. Pourtant il bouge sur l'arrière, hein. Il devrait. On va jouer avec les vagues, ouais. Tu veux essayer par là? Je te dégage et tu repars par là un peu pour voir. On essaye de remettre le bateau un petit peu dans l'axe des vagues et jouer avec l'effet des vagues. Pendant de longues minutes, l'équipage fait plus d'une vingtaine de tentatives pour déséchouer le bateau. En vain. Avec la vague, là, non? Putain. Merde, je tourne avec le vent. Rien n'y fait, ça fait déjà pas loin d'une heure que nous travaillons sur le bateau. Au bout d'une heure sous traction, le yacht n'avance toujours pas. Mais il change de trajectoire. Ouais, il pivote, hein. Il pivote, hein. Le bateau pivote, donc s'il pivote, c'est qu'il y a un point précis de la coque qui repose au fond, là. Donc je garde encore espoir de le tirer. Ouais, là, il faut y aller, là. C'est bon, allez. Le patron prend la décision d'augmenter la puissance de traction au maximum. Il pousse la puissance moteur à 25 nœuds. Merde! Oh putain. On a forcé un petit peu sur l'allure, et là, la remorque pète. Il faut savoir qu'une remorque qui rompt, arrivé à un certain niveau de traction, c'est un fouet. C'est quelque chose de très dangereux, voire mortel pour les équipiers qui se trouveraient sur la plage arrière du bateau. Il est urgent de remonter le câble de remorquage à bord, car il pourrait facilement se bloquer dans l'hélice et pénaliser la vedette. On va faire un nœud de chaise. On n'a pas d'autre remorque à bord, donc on est obligé de continuer de l'utiliser. Il faut vite faire un nœud de chaise et regréer une patte doigt avec une patte sur l'arrière et une patte sur l'avant pour faire un V et essayer de le tirer par le travers. Une remorque de secours est nouée au bout du câble et va se diviser en deux parties égales afin de pouvoir effectuer une double traction. L'objectif, tirer les deux extrémités en même temps pour faire basculer le yacht sur le côté, pour le sortir du sable. Voilà, c'est bon. Allez, je mets en tension. Oh putain de merde, c'est pas vrai. Putain, il se barre dans l'autre sens. Ouais, il va venir, hein, c'est obligé. On va la voir, on va la voir. Ouais, le cul, il bouge, là. Ou c'est un effet de vision que j'ai? J'ai l'impression qu'il se dégage, là. Ouais. Ouais, il est passé. Le bateau se dégage, et là pour nous, c'est une joie comme si c'était notre propre bateau. Crossmètre, de la SNS 262. Oui, voyez, on a réussi à le déséchouer. Là. Je le tire dans les eaux saines un peu. Là. On a réussi. Bravo, c'est une belle inter, hein, bravo. Ok, attention. Voilà, ok. Allez. Je mets en tension. Après 2 heures d'opération, le yacht est remis à flot. Il va pouvoir rentrer au port par une simple traction avant. La capitainerie a indiqué au sauveteur l'emplacement adéquat pour amarrer le yacht de 27 mètres sans difficulté. Voilà, le bateau est mis donc à son poste dans la darse. Un plongeur portuaire est demandé quand même pour faire une expertise, pour mener à bien une expertise sous le bateau. Il s'avère que le bateau n'a aucun dommage, donc double victoire pour nous, puisque le bateau est ramené à bon port, les équipages sont ramenés à bon port, et en plus le yacht peut continuer son charter. Donc une belle mission qui se termine vraiment bien pour nous.
Un exercice est lancé à la station de sauvetage basque de Saint-Jean-de-Luz. Pour la première fois, les sauveteurs vont travailler en collaboration avec les sapeurs-pompiers de la côte. Malgré 2 techniques de travail différentes, ils vont effectuer ensemble un exercice de sauvetage dans une zone dangereuse. Bon, j'appelle les pompiers. Canal 77, à vous. Vous partez pour intervention avec bateau échoué en digue Sainte-Barbe. Reçu, tout à l'heure. La station de sauvetage de Saint-Jean-de-Luz compte pas moins de 24 sauveteurs prêts à intervenir jour et nuit. Pour être réactif et efficace face à toutes les situations en mer, le premier dimanche de chaque mois, un exercice est mis en place. Je m'appelle Peyo Perreblanc, j'ai 37 ans. Je suis sapeur-pompier professionnel. J'ai voulu mettre en place cet exercice, station locale et sapeur-pompier, parce qu'il arrive sur des interventions réelles, on intervient ensemble et on ne sait pas trop les méthodes de travail de chacun. L'exercice réunit 6 pompiers et 9 sauveteurs. L'équipe de sauvetage se dirige vers la zone sur le canot Toutan à 25 nœuds, vitesse maximum. Regarde, là, tout droit. D'accord. Dans la petite crique là, oui. L'exercice est réalisé avec le scénario d'une intervention réelle. Un père et ses 2 fils sont partis pêcher en mer. Avec la force des vagues et des courants, leur barque s'est retournée. 2 hommes sont à la mer et un s'est échoué dans une crique avec l'embarcation. Il faut agir très vite. Hors exercice, des vies humaines seraient en jeu. Ce lieu d'entraînement a été choisi parce qu'il est au pied d'une falaise, difficile d'accès par la terre et difficile d'accès par la mer parce qu'il est entouré de haut fond. Donc c'est une navigation et une approche qui est assez dure. Arrivé sur zone, première priorité, s'occuper des 2 hommes à la mer. L'un d'eux est repéré à la surface de l'eau. Le moyen le plus rapide pour l'atteindre, c'est le jet ski des pompiers. Au même moment, une stratégie d'urgence s'établit sur le canot Toutan pour trouver le 2e homme à la mer. Il a disparu. Il y a donc une forte suspicion de noyade. Personne, le point où elle a sombré, c'est la bouée. Tout le monde en voit, matérialiser la bouée fluo. Ce qu'on va mettre en place pour la retrouver, c'est une recherche circulaire après une première reconnaissance directement sur la bouée. Ok, Jeff? Je m'appelle Jean-François Boudot, je suis canotier et puis je suis également nageur et plongeur de bord. On a un briefing qui est mené par un pompier. On doit plonger et faire une recherche parce qu'en surface, on voit rien. 3 sauveteurs et 4 pompiers vont effectuer la plongée de recherche en équipe. Et on opte pour une recherche circulaire plutôt qu'une recherche droite. Les 4 plongeurs à chaque fois espacés de 2,50 m les uns des autres. Et ensuite, on commence donc une recherche à 360 degrés. On ratisse jusqu'à une dizaine de mètres voilà, par rotation. Avec cette recherche circulaire, les plongeurs alignés tiennent chacun la corde qui démarre au centre de la zone. Ils tournent côte à côte comme l'aiguille d'une montre et augmentent la longueur de la corde à chaque tour. Pendant cette plongée, le principal danger est la proximité de la côte. La visibilité des plongeurs est réduite, il y a de forts courants, le corps de la victime a pu être déplacé facilement. On a fait 3 rotations et on a trouvé la victime plus près de la côte quand même, qui était au fond, donc coincée dans une faille. Un parachute est envoyé en surface pour indiquer que la victime est retrouvée. Ouais, ça y est, le parachute est sorti là, devant la Zodiac là. Ils l'ont trouvé. Les 2 hommes à la mer ont été récupérés.
Reste le troisième homme près de l'embarcation sur la plage. Cette dernière victime est gravement blessée. Donc vous embarquez ça sur le Zodiac, il vous laisse à 10 mètres du bord et vous allez à la nage. Là, c'est bon. Le semi-rigide des pompiers stationne en renfort des sauveteurs à proximité de la plage pour rapatrier la victime jusqu'à la vedette et lui donner les premiers soins vitaux. Je m'appelle Johan Echegoyen, je suis plongeur secouriste. Nous nous dirigeons donc vers les rochers avec un plan dur et la barquette flottante de façon à évacuer la victime dans les meilleures conditions possibles. Deuxième plongeur. 10 barquettes, viens. Tu peux l'amarrer, hein? Arrivée sur place, après un premier bilan au contact de la victime, elle se plaint de paresthésie au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Donc paresthésie sont des fourmillements, donc ils peuvent suspecter une lésion en fait au niveau de la moelle épinière. Transborder une victime avec risque de paralysie jusqu'à la vedette est une mission qui doit être effectuée avec énormément de précision. La victime doit être ballottée le moins possible. Je viens de traction bâbord. Sur un cas réel, une personne atteinte d'un rachis. Un rachis, donc c'est la colonne vertébrale. Hein. Il peut avoir une aggravation et s'il y a un mauvais geste ou un mauvais mouvement, la personne peut finir tétra ou paraplégique. Si tu veux te faire d'accord, tu peux faire. Attends, on passe là. Viens. Ça va, monsieur? Et là pour longtemps? Non, non, vous allez voir, ça va bien se passer. Ah, j'ai très froid là. Vous avez froid? Mais c'est normal, vous allez voir, ça va le faire. Il a froid. Tiens, la couverture. La couverture, là, ici. On oublie vite le scénario de l'exercice, on est immergé, on est dedans en fait. Hein. J'ai un coup à 75 tapés réguliers. On prend soin de bien couvrir les victimes avec une couverture de survie et ensuite, suite aux instructions du patron, on les rejoint pour hisser la victime à bord du canot tout temps. Du mot. Là, on va monter à bord du Pierlotti. Donne-moi le bout de bleu ici, que je le tienne. On a un système d'araignée, donc c'est un bout qui descend en 4 points pour vraiment tracter au niveau vertical la victime et ensuite, par un mouvement de rotation, l'amener directement à l'emplacement à l'arrière du bateau. Il faut vraiment prendre des mesures de sécurité importantes, pas se presser, mais faire bien les choses. Faire le geste qu'il faut au bon moment. Venez ici. Ça, posez. On le met à l'intérieur. Après 2 heures d'intervention, les 3 vies humaines sont prises en charge. Reste encore à récupérer le matériel. À l'issue du sauvetage des vies humaines, on a organisé donc la manœuvre des échouages de l'embarcation qui est au pied de la falaise, au moyen du Pierlotti et du semi-rigide de la station locale. On a amené la remorque. Vous vous approchez un peu? Oui, on va ça. Et le jet va nous amener on va tirer le filet au maximum? Oui. Vous êtes assez où je viens? Les sauveteurs en mer mettent en place le remorquage de la barque échouée dans la crique. Le semi-rigide embarque le câble de remorque depuis le canot tout temps et le tire le plus loin possible. Mais il ne peut pas prendre le risque de pénétrer dans la crique. Il doit rester à 25 mètres du bord pour éviter de s'échouer comme la barque. Les 2 canotiers vont alors devoir tirer le câble à la nage. Je m'appelle Benyat Periuria, je suis canotier plongeur. Je me mets à l'eau avec mon coéquipier pour ramener la remorque à terre. Nous nous rendons compte que, vu la distance qu'il y a entre le bateau et la côte, ça va être très difficile. Jouez à genoux! Faut pas tirer, n'arrive pas à tirer! Sia! Ah, plus loin, à genoux! Un vent de 60 km/h se lève. Les courants sont de plus en plus puissants. Le câble de 4 cm de diamètre déroulé sur près de 200 mètres dans une eau agitée équivaut à tirer plus de 150 kg à la nage. Putain!
Vu la distance et le poids de la remorque, nous avons beaucoup de mal à arriver sur la côte. On arrive quand même au bout. Pierrot, tu peux y aller. La barque va être remorquée par l'avant jusqu'au port. C'est un exercice réussi qui a duré 3h30. L'exercice a été réalisé vraiment en situation réelle. Il y a eu une entente entre tous les participants à cet exercice. Ça a été vraiment que du positif. Et tout le monde a travaillé main dans la main, a écouté les uns les autres. Ça a été un exercice en coordination avec les pompiers, hyper positif. On s'aperçoit qu'on va tous dans le même sens, hein, c'est sauver des vies. Donc voilà, d'allier ces deux moyens, ça a été vraiment très enrichissant. Alerte dans l'Hérault à la station du Cap d'Agde. Un homme en mer est à la dérive sur son voilier. Il a besoin d'assistance. Crossmed pour SNS 211, parlez. SNS 211 du Cross, on vous contacte pour un remorquage sur un voilier de 11 mètres, une personne à bord. Actuellement à la dérive, avez-vous reçu? Reçu, Crossmed. Il est 17h, on est bipé pour aller porter assistance à une personne seule à bord de son voilier. Cette personne est fatiguée, malade, le vent s'est levé, la mer commence à se dégrader. La station du Cap d'Agde intervient en mer le plus souvent quand il y a dommages matériels sur les bateaux. Seulement un sauvetage sur 10 concerne la condition physique de l'équipage ou du capitaine. Les sauveteurs ont les coordonnées GPS du voilier. Il est à 5000 du port. Ils arrivent sur zone en 15 minutes. Le capitaine du bateau a été victime de la houle qui s'est levée d'un coup. Fatigué et souffrant de mal de mer, il est incapable de remonter ses voiles et de rentrer au port. Oui, Crossmed de 211 vient de localiser le voilier. On est à côté de lui. On arrive, hein? Quand tu veux, Régis. C'est bon, allez, on y va. Les 3 sauveteurs qui rejoignent le capitaine en difficulté ont l'équipement nécessaire. Ils portent une combinaison de plongée isotherme, un gilet de sauveteur, une radio VHF, un GPS portable, un combiné lampe flash avec des bâtons fluo et un casque de protection. On est 3 embarqués à bord du semi-rigide. Il y a Jonathan et Victor qui sont avec moi. Moi je m'appelle Victor Prozorowski, j'ai 25 ans. Je suis simple canotier. Le plus compliqué sur cette intervention, c'est la hauteur des vagues. Il faut choisir le bon moment pour transborder des équipiers à bord du requérant. Attends, il y en a une. Allez, sur celle-là, tu vas. On va vers le requérant et Jonathan monte à bord. Bonjour, monsieur. Vous êtes malade? Asseyez-vous là, je vais m'occuper de tout. D'accord? Regardez, on va s'attacher au cas où quand même. On constate que la personne elle est souffrante du mal de mer. Elle est désorientée et légèrement paniquée de ne pas arriver à rejoindre le port par ses propres moyens. Au vu de l'état de la mer, il serait trop risqué de transborder le capitaine sur la vedette. Les conditions météo ne sont pas bonnes. Le bateau tangue violemment de bâbord à tribord. Le canotier a beaucoup de mal à garder l'équilibre. C'est le coup à la tête, ça va. Ah, je me suis pris une moutre. À ce moment-là, un équipier qui tombe dans des conditions comme ça, c'est assez compliqué.
Le voilier tourne à travers les vagues, il gîte très fortement entre bâbord et tribord. Les risques, c'est de tomber à l'eau, de se blesser, d'avoir des blessures assez graves. Les 2 sauveteurs à bord du semi-rigide ne vont pas quitter des yeux leur équipier et vont rester à proximité du voilier pendant toute l'intervention. Alors, coupez le moteur. Ouais. John, pour 211, on va te passer la remorque sous le vent du voilier. Pardonnez, sous le vent du voilier. La vedette ne peut pas s'approcher du voilier pour transmettre le câble de remorquage. C'est le semi-rigide qui assure alors la transmission. Remorque est passée. J'ai la remorque sur le câble. Pendant que le capitaine fatigué lutte contre le mal de mer en regardant l'horizon, le canotier amarre le câble de remorquage au taquet avant du bateau. Donc c'est un bateau qui fait environ 12 mètres, qui doit faire dans les 10 tonnes. La longueur là où, et le poids, là où ça va jouer, c'est justement quand la mer n'est pas belle. On va rajouter de la longueur à la remorque. On va établir beaucoup de remorques pour pouvoir amortir les chocs qu'il va y avoir entre les vagues. Pour information, il reste encore 30 à 40 cm de chaque côté de la bateau. Pour remorquer le voilier ce jour-là, le câble est déroulé au maximum sur près de 200 mètres. En mer agitée, pour vérifier que le remorquage se passe bien, les sauveteurs contrôlent l'axe de traction en prenant comme repère l'ancre accrochée au milieu sur la coque avant du bateau. Est-ce que la personne est bien des deux côtés ou est-ce qu'elle passe que d'un côté de l'ancre? Négatif, elle a sauté, elle est pas À cause des vagues et des courants, pendant le remorquage, le voilier n'arrive pas à rester dans l'axe de la vedette. Il dérive à bâbord. Le danger, il est que le bateau, s'il n'est pas dans l'axe de la vedette, va engendrer une tension supplémentaire sur la remorque qui risquerait de causer sa rupture. La traction est interrompue. Le canotier tente de réattacher les câbles de remorquage d'une manière différente pour favoriser le maintien du bateau dans l'axe. Cette fois-ci, le bateau reste dans l'axe. Il faudra vérifier que la barre du voilier reste bien à zéro tout le trajet pour éviter une autre dérive. Et avec la barre, on va essayer de rester Au vu des conditions qu'on a ce jour-là, on tracte à une vitesse d'environ 4 nœuds. On a mis quasiment la totalité de la remorque pour qu'elle puisse amortir tous les chocs. Donc le retour se fait assez péniblement. Il faudra 1h15 de remorquage pour faire les 5000 jusqu'au port. C'est une mission réussie pour les sauveteurs. Oui, on est amarré. Mon sentiment donc, pour cette intervention, c'est d'avoir fait quelque chose de bien, d'avoir ramené un marin qui était fatigué, épuisé, à bon port. Famille en perdition en pleine tempête. Yacht bloqué sur un banc de sable. Ou capitaine en détresse. Quelles que soient les conditions et le motif de l'intervention, les sauveteurs n'abandonnent jamais et vont toujours au bout de leur mission.